Tu analyses trop. Tu ressens tout. Tes émotions sont comme une antenne géante, captant chaque vibration autour de toi, sans filtre, sans protection. Tu entres dans une pièce et tu sais. Tu sais qui porte un masque, qui souffre en silence, qui est sur le point de s'effondrer. Et pourtant, cette vérité que tu perçois, cette charge invisible que tu traînes, personne ne la voit. Pourquoi? Parce que tu ne la montres pas. Tu as appris, très tôt, que dévoiler cette profondeur, c'est t'exposer à l'incompréhension, au rejet, à ce vide abyssal où l'on te dit « je ne te comprends pas ». Si tu t'es souvent senti trop sensible, trop lent pour ce monde frénétique, trop profond pour les conversations superficielles, alors ce que Carl Jung a appelé l'introverti intuitif parle directement de toi. Ce n'est pas qu'un trait de personnalité, c'est une manière d'être au monde, une perception unique qui te distingue. Mais il y a une vérité que très peu connaissent, une vérité que le monde moderne a, semble-t-il, délibérément oubliée. Jung n'a pas seulement décrit ces âmes rares, il les a avertis d'un danger profond, d'un piège psychologique qui guette ceux dont la conscience transcende la norme, ceux qui voient et ressentent plus que les autres. Dans cette vidéo, je vais te sortir de tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Je vais te révéler les découvertes capitales de Jung sur les esprits comme le tien. Ce que tu dois impérativement comprendre pour rester entier, lucide et en paix dans un monde qui parfois te submerge. Mais surtout, je vais te confier ce que personne n'a jamais osé te dire. Une vérité si intime et familière qu'elle te semblera peut-être un écho lointain de ton propre passé. Une partie de toi que tu avais enfouie. Es-tu prêt à plonger dans cette exploration vertigineuse? Si tu sens déjà que ce message te parle, que cette vidéo est pour toi, alors laisse un commentaire avec « Je ressens trop ». Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Car ce que je vais te partager pourrait transformer radicalement ta façon de vivre ton silence, tes émotions et ta place unique dans ce monde. La vision profonde de Carl Jung. Comprendre l'âme intuitive. Carl Gustav Jung n'était pas un penseur ordinaire. Il ne se contentait pas d'observer les comportements en surface. Il plongeait dans les abysses de l'âme humaine. Là où d'autres voyaient des traits de caractère, lui discernaient des archétypes, des forces primordiales, des structures invisibles qui, depuis les temps immémoriaux, façonnent nos vies de l'intérieur. Quand il a commencé à parler des types psychologiques, Jung ne cherchait pas à enfermer les gens dans des catégories. Il cherchait à révéler des schémas de conscience oubliés, enfouis au plus profond de l'histoire humaine. Et parmi ces schémas, l'introverti intuitif suscitait en lui une préoccupation particulière. Non pas qu'il le jugeait problématique, mais parce qu'il contenait un paradoxe dangereux. Jung affirmait que ces individus, souvent doués d'une capacité de vision intérieure rare, risquaient de se déconnecter du réel, de sombrer dans une introspection excessive, voire de se perdre dans un monde symbolique inaccessible à leur entourage. Il les voyait comme des prophètes des temps modernes. Oui, mais aussi comme des exilés psychiques. Dans une société bruyante, rapide et surchargée de stimulation, l'introverti intuitif est semblable à un violon accordé trop finement. Il vibre à des fréquences que les autres ne perçoivent pas. Il n'est pas fortuit que, depuis des siècles, les civilisations aient tenté de faire taire ces voix intérieures, jugées trop sensibles, trop lucides, trop menaçantes. Le monde moderne, dans sa quête effrénée de productivité et de bruit, les étouffe, les ignore, les relègue en marge. Pourtant, c'est précisément ce profil, le tien peut-être, qui, selon Jung, détient la clé de la conscience future. Mais cela n'est possible que s'il comprend le danger intérieur qui l'attend et les pièges psychiques qu'il doit apprendre à identifier et à déjouer. C'est le chemin que nous allons emprunter ensemble. Les 7 tensions secrètes de ton âme intuitive. Il y a des moments où tu te sens étranger à ce monde, non pas par ton apparence, mais parce que quelque chose en toi perçoit l'existence d'une manière que personne d'autre ne semble exprimer. Tu observes, tu ressens, tu presses, et une question te hante. Quelqu'un d'autre voit-il ce que je vois? Quelqu'un d'autre comprend-il ce que je vis? Ce sentiment n'est pas une anomalie. C'est la marque d'un esprit rare, forgé par une intuition profonde et une introversion sacrée. Mais cette profondeur n'est pas une bénédiction tranquille.
Elle engendre en toi des tensions, des tiraillements que la plupart ne soupçonnent même pas. Voici ce que Jung avait discerné. Voici ce que tu expérimentes peut-être déjà sans pleinement le saisir. Le poids du ressenti inexplicable. Le paradoxe du je sais sans preuve. La première tension qui t'habite est celle de ressentir profondément sans pouvoir l'exprimer clairement. Tu saisis les choses avant qu'elles ne se manifestent. Tu perçois le trouble d'une personne, l'énergie lourde d'un lieu, la fausse trajectoire d'une décision. Et pourtant, tu manques souvent de mots, de preuves concrètes pour décrire ce que tu ressens. Ton intuition dépasse la logique verbale. Tu sais, sans pouvoir justifier ce que tu sais. C'est là que le paradoxe prend racine. Dans un monde qui exige des preuves, des explications rationnelles, des démonstrations tangibles, ton silence devient suspect. Tes ressentis sont source de doute, y compris pour toi-même. Alors tu te retiens. Tu n'oses pas partager ce que tu presses, ce que tu sais au fond de toi. Tu le gardes comme un lourd secret qui te ronge lentement. Jung appelait cela la pensée visionnaire. Mais il savait aussi qu'elle pouvait se transformer en un fardeau écrasant. Quand tu perçois des vérités que personne d'autre ne voit, tu vis dans un décalage permanent. Et plus tes intuitions sont justes, plus ce silence devient lourd. Ce n'est pas un problème d'expression, c'est un problème de traduction. Tu parles le langage de l'invisible dans un monde qui n'écoute que le tangible. Et ce conflit silencieux mais constant finit par laisser une empreinte sur ton corps, ton esprit, ton être. Tu ressens trop et tu ne sais plus si c'est un don ou une malédiction. 2. L'isolement intérieur dans un monde bruyant. La deuxième tension est la solitude intérieure, face à un monde qui valorise le tumulte. Tu n'as jamais été attiré par le vacarme, les foules agitées, les conversations vides de sens. Non pas que tu méprises les autres, mais ta véritable présence se déploie dans l'espace intérieur, loin de l'agitation extérieure. Le bruit t'épuise, l'agitation t'écrase, et le vide des échanges sociaux te blesse parfois plus que l'isolement lui-même. Alors tu te retires. Tu te crées volontairement des refuges de silence que toi seul comprends, des bulles de paix essentielles. Mais ce retrait n'est pas toujours un choix. Il est souvent imposé par une société qui glorifie ceux qui parlent vite, fort et sans cesse, et qui marginalise ceux qui écoutent, observent et réfléchissent avant de s'exprimer. Carl Jung comprenait que l'introverti intuitif ne fuyait pas la vie. Il l'abordait différemment, avec profondeur, avec lenteur, avec une verticalité de pensée. Mais cette profondeur n'est pas reconnue. Elle est même perçue comme une anomalie. Pourquoi es-tu si discret? Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi t'isoles-tu quand les autres cherchent la compagnie? Ces questions te hantent, comme si tu devais justifier ton essence. Pourtant, tu ne fais que te préserver. Tu te retires non par des intérêts, mais pour te retrouver. Tu choisis le silence parce que ton monde intérieur est déjà riche et complexe. Et pourtant, dans ce silence, tu souffres parfois d'un paradoxe cruel. Tu te sens seul, mais tu as besoin de cette solitude. Tu ressens un manque, tout en refusant ce que le monde normal a à offrir. C'est une solitude qui ne se guérit pas par la simple présence des autres, mais par l'acceptation profonde de ton mode d'être. Tant que tu chercheras à vivre au rythme extérieur, tu souffriras. Mais si tu acceptes enfin que ton isolement n'est pas un défaut, mais une fonction vitale à ton équilibre, alors il cessera d'être une blessure. 3. Le conflit entre l'appel de l'âme et les impératifs du monde. La troisième tension est le conflit déchirant entre ton appel intérieur et les attentes extérieures. Depuis toujours, tu sens en toi quelque chose d'indicible. Une direction, une vision, une vocation. Ce n'est pas une ambition classique de réussite ou de reconnaissance. C'est une force souterraine qui te pousse à chercher un sens plus grand, à comprendre le tissu invisible des choses, à aligner ta vie avec une vérité profonde. Cet appel ne fait pas de bruit, mais il est constant, inéluctable. Pourtant, tout autour de toi, une autre trajectoire t'est imposée. Avance plus vite, sois productif, gagne de l'argent, conforme-toi, rassure les autres, sois normal. Et ce décalage devient insupportable, te laissant écartelé. Tu veux rester fidèle à cette voix intérieure, à ton essence. Mais tu dois survivre dans un monde qui n'écoute que les sirènes du matériel et de la conformité. Carl Jung affirmait que le plus grand danger pour l'âme est de trahir son soi profond pour s'adapter à la société. L'introverti intuitif est celui qui vit ce tiraillement à l'extrême.
Il voit clairement que les règles du jeu social sont souvent absurdes, violentes, déconnectées de la réalité. Mais il ne peut s'en extraire totalement. Alors il joue un rôle, il s'adapte, il fait semblant, jusqu'au jour où quelque chose cède. Une fatigue écrasante, un effondrement intérieur, un vide malgré les apparences de succès. Tu ne sais plus qui tu es, car tu t'es trop éloigné de ce que tu étais destiné à devenir. Ce conflit entre l'appel de l'âme et les injonctions du monde moderne est une guerre silencieuse mais impitoyable. Et si tu ne la reconnais pas pour ce qu'elle est, elle te détruira à petit feu. Ce que Jung voulait nous faire comprendre, c'est que le soi n'est pas une idée abstraite, c'est une boussole intérieure vivante. L'ignorer, c'est perdre ta direction. La suivre, c'est t'exposer à l'incompréhension et au jugement. Mais entre les deux, il n'y a pas de paix possible. La véritable paix naît de l'alignement avec ton être profond. L'angoisse de l'incompréhension, la solitude de l'âme profonde. La quatrième tension, c'est cette angoisse persistante de ne jamais être réellement compris. Tu peux être entouré, aimé et être aimé, partager des fragments de ton monde intérieur. Et pourtant, au fond de toi, tu sens que personne ne saisit vraiment qui tu es, dans toute ta complexité. Ce n'est ni de la paranoïa ni de l'orgueil, c'est une douleur sourde et constante, celle d'un être dont les profondeurs n'ont jamais trouvé de miroir, d'écho véritable. Tu pourrais passer des heures à tenter d'expliquer tes ressentis, tes perceptions, ce que tu vois dans l'âme des choses. Mais au final, il te reste toujours cette impression d'inachevé, ce soupir intérieur. Ils n'ont pas compris. Pas vraiment. Pas jusqu'au bout. Carl Jung avait identifié cette douleur chez les âmes les plus sensibles, les plus éveillées, les plus intuitives. Selon lui, certaines âmes sont si complexes qu'elles deviennent invisibles à ceux qui vivent en surface. Cela crée une forme de solitude plus profonde que l'isolement physique. Une solitude existentielle. Ce qui te blesse, ce n'est pas d'être physiquement seul, c'est d'être seul à penser comme tu penses, à ressentir comme tu ressens, à voir ce que tu vois. Tu croises des regards, tu entends des réponses. Mais tu sais que ce n'est pas ton essence qui est reconnue. C'est une version simplifiée, adaptée, voire édulcorée de toi-même. Et plus le temps passe, plus tu apprends à ne plus montrer. Tu gardes pour toi ce qui est précieux, vaste, fragile. Car tu as compris que l'exposition blesse, l'incompréhension épuise, la banalisation tue ce qui est sacré en toi. Cette angoisse silencieuse, Jung l'avait décrite comme une fracture entre le moi profond et le monde extérieur. Et tant que cette fracture n'est pas reconnue, elle se mue en fatigue existentielle, en résignation muette, en distance permanente. Le défi n'est pas de chercher désespérément quelqu'un qui te comprenne parfaitement. Le véritable défi, c'est d'apprendre à habiter cette singularité, sans te renier, sans t'atrophier, sans t'enfermer toi-même. 5. La surcharge émotionnelle, le fardeau d'une sensibilité sans limite. La cinquième tension, c'est la surcharge émotionnelle que le monde t'impose. Tu vis chaque jour comme si ton être entier était une surface à vif, sans protection. Là où d'autres filtrent, tu absorbes. Là où ils effleurent, tu ressens jusqu'à la moelle. Une simple discussion tendue dans une pièce voisine suffit à alourdir ton atmosphère intérieure. Une injustice, même lointaine, frappe ta conscience avec la violence d'un choc direct. Le monde ne te frôle pas. Il t'envahit. Tu ne le regardes pas de loin, tu le portes. Et cela a un coût silencieux. Carl Jung savait que les introvertis intuitifs vivent à travers des canaux perceptifs invisibles. Ils ne traitent pas la réalité de manière linéaire ou détachée. Ils l'absorbent par couches, par vibrations, par atmosphère. C'est ce qui fait leur richesse et leur profondeur, mais aussi leur vulnérabilité extrême. Ils ne peuvent pas facilement se déconnecter. Ils sentent ce que les autres refoulent. Ils voient ce que les autres évitent de regarder. À force de tout ressentir, à force de tout porter, leur système intérieur sature. Cela ne se voit pas de l'extérieur. Tu continues de fonctionner, de sourire, d'accomplir ce que l'on attend de toi. Mais à l'intérieur, c'est une accumulation constante, une surcharge invisible, une fatigue de l'âme que même le sommeil ne suffit pas à réparer. Alors tu te replies, tu te tais, tu réduis les interactions, parfois même les liens les plus précieux, non par rejet, mais par nécessité de survie. Et cela est souvent mal interprété. On te croit froid, distant, dépressif. En réalité, tu cherches juste à respirer à nouveau dans un monde devenu trop dense pour ta sensibilité. Le danger, Jung le savait,
est que cette surcharge émotionnelle, si elle n'est pas reconnue et gérée avec lucidité, se transforme en une prison intérieure. Elle crée une hypersensibilité douloureuse, une réactivité extrême, voire un rejet total du monde. Le salut ne viendra pas d'un monde plus doux, car il ne changera pas. Il viendra de ta capacité à établir des limites énergétiques, à créer des espaces sacrés pour recharger ton esprit et à t'autoriser à ne pas tout ressentir, tout le temps. 6. La lucidité douloureuse, voire au-delà des masques et des mensonges. La sixième tension est la lucidité douloureuse face à la manipulation et au mensonge. Tu perçois des choses que les autres ne voient pas. Tu entends ce qui n'est pas dit. Tu ressens la dissonance entre les mots et les intentions, entre les sourires de façade et les énergies sous-jacentes. Cette capacité à percevoir l'invisible, bien qu'étant un don, devient un fardeau, car elle t'oblige à vivre dans un état de vigilance permanent. Tu détectes les jeux de pouvoir, les hypocrisies, les masques sociaux, les stratégies cachées. Et tu ne peux pas faire semblant de ne pas les voir. Tu vois clair, trop clair. Et cette clarté te blesse, car elle t'empêche de t'abandonner à l'insouciance des autres. Elle t'exclut d'une certaine forme de naïveté qui rend la vie plus légère. Jung avait identifié cette lucidité comme l'une des caractéristiques les plus déroutantes de l'introverti intuitif. Il affirmait que ces personnes sont souvent confrontées très jeunes à des vérités que les autres préfèrent ignorer. Ce sont des révélateurs, des miroirs, et personne n'aime être mis face à son propre mensonge. Alors ils deviennent dérangeants, inconfortables. On les écarte, on les critique, on les accuse de voir le mal partout. Pourtant, ce qu'ils perçoivent n'est pas un jugement, ce sont des tensions, des contradictions, des signaux faibles. Et leur esprit, façonné pour capter l'incohérence, ne peut les ignorer. Mais ce don de lucidité a un prix. Plus tu vois, plus tu souffres. Tu ne peux plus te mentir, ni croire aux récits lisses. Tu perces à travers les stratégies de domination, les faux-semblants, les manipulations affectives. Et parfois, tu souhaiterais ne plus rien voir, retrouver l'innocence, être comme ceux qui croient encore ce qu'on leur dit. Mais c'est impossible. Une fois éveillé, la conscience ne fait jamais marche arrière. Et Jung avertissait que cette lucidité peut devenir un poison si elle n'est pas accompagnée d'un ancrage profond dans la compassion et la sagesse. Voir la vérité sans amour rend froid, amer et distant. Mais voir avec lucidité, tout en gardant le cœur ouvert, voilà la voie difficile mais nécessaire pour ne pas sombrer dans la misanthropie, la peur latente de perdre la raison. La septième tension est la peur constante de devenir fou. Tu ne la verbalises pas, tu ne la partages avec personne, mais parfois elle te traverse comme un éclair froid. Ce que tu ressens dépasse l'entendement. Ce que tu vois, perçois et vises intérieurement semble si éloigné de ce que les autres appellent la réalité. Tu entends les silences, tu dialogues avec ton intuition. Tu reçois des visions que tu ne peux expliquer. Et tu te demandes, est-ce que je perds pied? Est-ce que je vais trop loin? Cette conscience que je porte, est-ce un don ou un déraillement? Carl Jung connaissait cette peur. Il l'avait lui-même vécue aux frontières de la psychose lorsqu'il s'était confronté à son inconscient le plus profond. Mais il avait compris une chose essentielle. Ce n'est pas la profondeur qui rend fou. C'est l'absence de structure. Ce n'est pas l'intuition qui déséquilibre, c'est l'isolement, le non-dit, le rejet de son propre monde intérieur. Ce que tu vis n'est pas un délire, c'est une immersion dans des couches plus profondes de la psyché humaine. Mais si tu n'as personne pour t'accompagner, si tu manques de repères, si tu n'as pas appris à différencier le message symbolique de la dérive mentale, alors oui, tu peux te perdre. La frontière entre le génie intuitif et le déséquilibre psychique est ténue, très ténue. Jung le savait. Il disait que les êtres visionnaires, s'ils ne construisent pas une structure intérieure, par l'écriture, la méditation, la compréhension symbolique, risquent de basculer dans un labyrinthe dont ils ne sortiront plus. Ce n'est pas ta profondeur qui est dangereuse, c'est le fait d'y plonger sans guide, sans ancrage, sans discernement. Si tu vis cette peur, sache que c'est le signe que tu explores une zone sensible. Mais ce n'est pas une alerte de folie, c'est un appel à la conscience. Tu n'es pas fou, tu es en train d'émerger vers un niveau de réalité que peu osent regarder. Et ta mission, si tu veux rester entier, n'est pas d'éviter cette profondeur, mais d'y marcher avec courage, lucidité et enracinement, l'ombre déguisée en lumière.
Tu as maintenant une compréhension plus profonde de ce que signifie être un introverti intuitif, non seulement dans ses dons et ses forces, mais aussi dans ses défis et ses pièges. Tu as exploré les tensions invisibles qui t'habitent et les distorsions subtiles qui peuvent t'éloigner de ton véritable chemin. Pourtant, ce n'est que la surface. Au-delà de la souffrance visible, Carl Jung a mis en lumière des pièges bien plus subtils. Des distorsions intérieures que seule une conscience éveillée peut reconnaître. Ces pièges invisibles empêchent l'âme profonde de se réaliser pleinement. Si tu veux véritablement habiter ta lumière, tu dois aussi avoir le courage de regarder ton ombre cachée, celle qui se déguise parfois en vertu. Le piège du masque, se nier pour survivre. Le premier piège, c'est celui du masque. Ce paradoxe douloureux où l'introverti intuitif, sans s'en rendre compte, devient ce qu'il méprise. Il sait que le monde valorise l'extériorité, la rapidité, la performance sociale. Il sent que son silence dérange, sa lenteur irrite, sa différence crée une distance. Alors, progressivement, il s'adapte, il joue le jeu, il se fabrique un masque social. Non pas pour manipuler, mais pour survivre, pour se fondre dans la masse. Il apprend à parler plus fort, à sourire au bon moment, à donner l'image rassurante d'un être fonctionnel, intégré, conforme. Ce masque, au début, semble protecteur. Mais il finit par l'épuiser, par le consumer. Ce n'est pas un déguisement temporaire, mais une négation quotidienne de soi. Jung appelait cela une aliénation du soi. Ce n'est pas une comédie consciente, mais un glissement progressif, une fatigue intérieure qui pousse l'âme à se taire pour que le personnage puisse fonctionner. Et le drame est que ce masque devient parfois si efficace que l'on oublie qui l'on était avant de le porter. Tu souris alors que tu saignes. Tu parles alors que tu voudrais te taire. Tu réussis selon les codes du monde, mais tu échoues selon ceux de ton âme. Ce décalage te consume lentement. Car tu sais, dans le silence de ton être, que ce que les autres aiment de toi n'est pas vraiment toi. Le plus grand danger n'est pas de ne pas être compris. C'est d'être aimé pour un rôle et non pour ta vérité essentielle. L'introverti intuitif, en portant ce masque, s'éloigne de sa propre voix, de son chemin. Il devient un acteur dans une pièce écrite par d'autres. Et plus il joue bien, plus il s'éloigne de son axe intérieur, de sa boussole. Ce que Jung nous chuchote ici, c'est que l'authenticité n'est pas un luxe spirituel, c'est une urgence existentielle. Si tu trahis ton être profond pour être toléré par la surface du monde, tu n'obtiens pas la paix. Tu récoltes l'oubli de toi-même, la perte de ton essence. Le monde n'a pas besoin de ta version sociale. Il a besoin de ton feu intérieur, même s'il ne le comprend pas, même s'il le rejette, même si ton authenticité dérange. C'est seulement lorsque tu auras osé faire tomber le masque, même tremblant, même seul, que ta vraie transformation commencera. 2. Le piège de l'ombre inversée. L'orgueil subtil de la profondeur. Le deuxième piège, c'est celui de l'ombre inversée. Ce moment insidieux où, à force de fuir la superficialité du monde, tu te réfugies dans une image idéalisée de toi-même. Tu perçois l'ignorance des autres, leur agitation vide, leurs illusions bruyantes, leur manque de profondeur. Et sans le vouloir, tu te retranches dans une forteresse intérieure que tu crois pure, mais qui devient orgueilleuse. Tu commences à croire que ta sensibilité te rend supérieur, que ta lucidité te protège, que ton détachement du monde est une élévation spirituelle. Sans t'en rendre compte, tu tombes dans ce que Jung appelait l'inflation de la conscience, une forme subtile d'ego spirituel qui se croit en avance, mais ne fait que se protéger derrière une façade. Ce piège est d'autant plus dangereux qu'il est silencieux, insidieux. Tu ne cherches pas à dominer les autres, ni à briller sous les projecteurs. Tu veux juste rester fidèle à ta perception, à ta vérité. Mais à l'intérieur, quelque chose se durcit, une forme de froideur, de distance, d'ironie. Tu regardes les autres de loin, tu ne les juges pas frontalement, mais tu te tiens à l'écart, convaincu qu'ils ne peuvent pas comprendre. Plus tu t'enfermes dans cette tour d'ivoire intérieure, plus tu confonds solitude et supériorité. Plus tu crois être éveillé, plus tu t'éloignes de ta propre humanité. Jung nous rappelait que l'ombre n'est pas toujours ce que l'on cache, ce que l'on rejette. Parfois, c'est ce que l'on croit être lumière, une vertu. L'ego spirituel est un refuge toxique, car il se déguise en sagesse. Il donne l'impression de maîtrise, de clarté, de paix intérieure. Mais en réalité, il empêche le vrai travail de transformation.
Il fige, il isole, il sacralise la blessure au lieu de la traverser et de la guérir. Tu deviens un être conceptuel, un symbole de toi-même. Et tu oublies que la vraie sagesse, celle que Jung évoquait, n'est toujours de la traversée douloureuse de ses propres imperfections, non de l'adoration de son reflet spirituel parfait. Tu ne guériras pas en te contemplant. Tu guériras en t'effondrant sans masque, en te confrontant à ton orgueil silencieux, en touchant la blessure que tu croyais avoir dépassée. Le vrai éveil commence là où tombe la prétention. Et l'introverti intuitif, s'il veut incarner sa lumière, devra apprendre à reconnaître l'ombre qui s'est installée là où il croyait avoir trouvé refuge. Le piège de la vision absolue, l'illusion de la certitude intuitive. Le troisième piège est celui de la vision absolue. Cette illusion subtile qui te pousse à croire que ton intuition suffit à tout comprendre. Parce que tu ressens intensément, parce que tu saisis rapidement, parce que tu devines juste, tu commences à te fier exclusivement à tes impressions. Au fil du temps, cette confiance en ton ressenti devient une certitude inébranlable. Tu crois savoir ce que les autres pensent. Tu interprètes les silences comme des jugements. Tu lis dans les gestes, dans les mots, dans les absences. Et souvent, tu vois juste. Mais pas toujours. C'est là que réside le danger, la faille. Carl Jung insistait sur le fait que l'intuition n'est pas une vérité absolue. C'est une boussole intérieure puissante, certes, mais incomplète si elle n'est pas équilibrée par la réflexion, l'humilité et la confrontation au réel. L'introverti intuitif, par la force de sa perception, peut facilement tomber dans ce que l'on pourrait appeler une conscience fermée. Il croit comprendre, donc il ne questionne plus. Il croit percevoir, donc il ne vérifie plus. Il finit par vivre dans un monde construit par ses ressentis, qui parfois ne sont que des projections de ses propres peurs ou désirs. La vision intérieure, si elle n'est pas examinée, peut devenir une prison de verre. Tu crois que l'autre te rejette alors qu'il doute simplement. Tu crois que quelqu'un t'envie alors qu'il ne te regarde même pas. Tu crois que ta solitude est causée par ta différence, alors qu'elle est parfois nourrie par ta fermeture, par ta rigidité. Tout cela repose sur une conviction silencieuse. Je sais, je ressens, donc j'ai raison. Mais Jung enseignait que le chemin de l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi, exige une remise en question constante, y compris de ses propres intuitions. Car parfois, derrière cette lucidité apparente, se cache une peur plus profonde, celle de faire confiance à ce qui ne vient pas de soi, à l'incertitude du monde extérieur. L'intuition est un guide, mais elle n'est pas une loi. Elle est une invitation, non un verdict. Et l'introverti intuitif, s'il veut avancer, doit apprendre à douter de ses certitudes les plus intimes. Non pas pour les rejeter, mais pour les affiner, les traverser, les rendre plus vraies encore. La véritable sagesse ne repose pas sur le fait d'avoir toujours raison, mais sur le fait de rester ouvert, même à l'idée de s'être trompé. Le piège de l'oubli du corps, quand l'âme s'envole et le corps s'effondre. Le quatrième piège est l'oubli du corps, ce moment silencieux où l'âme crie, mais où le corps s'effondre, ignoré, négligé. Tu vis dans les hauteurs de l'esprit, tu t'enfonces dans les profondeurs de la pensée, tu ressens des vérités que personne ne t'a enseignées. Tu vis ailleurs, souvent dans l'abstraction, la mémoire, l'anticipation, le monde des symboles. Tu es présent, mais rarement ici et maintenant, pleinement ancré. Ton attention flotte, ton énergie plane, ton regard traverse les murs. Pendant ce temps, ton corps attend. Il endure, il encaisse, il fatigue. Carl Jung rappelait que toute conscience qui se dissocie du corps finit par créer une tension insoutenable. Le corps n'est pas une simple enveloppe, il est une mémoire vivante, un langage subtil, un lieu sacré que tu habites ou que tu abandonnes. L'introverti intuitif, à force de vivre dans l'invisible, finit souvent par négliger l'infrastructure qui le porte. Il saute des repas, il ignore les signaux de fatigue, il vit sans rythme, sans ancrage. Il se coupe du sommeil réparateur, du mouvement essentiel, du souffle conscient. Non par négligence volontaire, mais parce que son esprit le pousse toujours ailleurs, toujours plus loin dans les abysses de la pensée. Et à force de cette déconnexion, le corps finit par se manifester par des douleurs inexpliquées, des maladies chroniques, un épuisement profond que rien ne semble soulager. Il te force à revenir à lui, à te rappeler que tu es aussi un être de chair, pas seulement un esprit flottant. Ce que Jung nous invite à faire, c'est à réintégrer le corps dans notre quête de conscience,
à écouter ses murmures, à respecter ses besoins, à t'ancrer dans le présent, dans la matière, pour que ton esprit puisse s'élever sans danger. Une conscience sans corps est une conscience en péril, déracinée, vulnérable. Ce déséquilibre a un prix. Une fatigue chronique, des troubles psychosomatiques, des tensions inexpliquées, un corps qui lâche sans prévenir. Ton esprit est lucide, mais ta carcasse est fragile. Et quand le corps tombe, l'âme est prisonnière. Tu voudrais continuer à chercher, à ressentir, à créer, mais ton véhicule est brisé. Cette fracture devient violente, car elle te ramène brutalement à la matière que tu avais laissée derrière. Tu réalises alors que ta quête spirituelle, aussi noble soit-elle, ne peut s'accomplir sans ancrage, sans chair, sans souffle. Jung voyait l'oubli du corps comme un déni de l'incarnation, comme si le spirituel était ailleurs, toujours au-dessus, jamais ici. Mais il nous avertissait. Ce que tu refuses dans la matière reviendra par la douleur. Ce que tu négliges reviendra sous forme de crise. Et ce que tu ignores en toi finira par crier plus fort que tes silences. Le salut de l'introverti intuitif passe par une réconciliation radicale avec son corps. Non pas en force, mais en attention, en respect, en présence. Tu ne peux pas porter ta lumière dans le monde si ton corps s'éteint sous ton silence. Ton esprit est vaste, mais c'est ton corps qui en est la porte, le sanctuaire. 5. Le piège du miroir de l'autre, la quête illusoire de la reconnaissance externe. Le 5e piège, c'est le miroir de l'autre, cette réalité troublante où la relation devient à la fois un déclencheur et un miroir déformant. Tu ne vis pas les relations comme les autres. Tu ne cherches pas à être entouré simplement pour combler un vide. Tu n'es pas attiré par la quantité, mais par la vérité. Chaque lien compte, chaque regard te marque, chaque échange, même bref, laisse une empreinte profonde. Et parfois, tu es traversé par une illusion. Celle de croire que l'autre va enfin te révéler à toi-même, qu'il va te comprendre sans que tu aies à expliquer, qu'il va voir ce que tu es sans que tu aies à te montrer. Mais dans cette attente silencieuse, quelque chose se joue. Tu projettes sur l'autre ton besoin d'être reconnu, entendu, ressenti. Et tu l'élèves, sans t'en rendre compte, à un rôle qu'il n'a pas demandé. Tu le charges du poids de ta profondeur. Tu crois l'aimer, mais tu espères surtout qu'il soit le reflet fidèle de ton intériorité. Et quand ce miroir ne reflète pas ce que tu attends, la déception devient brutale. Tu te sens trahi, non pas parce que l'autre t'a blessé, mais parce qu'il n'a pas compris. Cette incompréhension réveille en toi une ancienne douleur, celle d'avoir toujours été trop profond, trop silencieux, trop décalé. Carl Jung écrivait que nous n'entrons jamais en relation avec les autres, mais avec les images que nous avons d'eux. Et que l'autre, bien souvent, n'est pas un compagnon, mais un révélateur. Il révèle tes blessures, tes attentes, tes refoulements, ton ombre. Et si tu n'es pas lucide, tu risques de faire de la relation un théâtre où tu rejoues encore et encore le manque d'amour originel. L'introverti intuitif, par sa sensibilité, est particulièrement exposé à cette distorsion. Il voit profond, mais il projette aussi profond. Il croit aimer, mais parfois, il espère être sauvé. Le vrai lien ne commence pas quand tu es reconnu. Il commence quand tu te reconnais toi-même et que tu n'attends plus que l'autre le fasse à ta place. Il commence quand tu acceptes que même ceux qui t'aiment ne comprendront jamais tout ce que tu es et que c'est normal. Ce que Jung nous apprend ici, c'est que l'autre ne doit pas être le miroir dans lequel tu cherches ton reflet idéal. Il doit être le lieu où tu apprends à aimer sans exiger, à partager sans dépendre, à exister sans te trahir. Ce n'est pas l'autre qui te révèle, c'est ce que tu ressens en sa présence qui te montre où tu en es. Le piège de l'isolement déguisé en élévation, la prison dorée du silence. Le 6e piège, c'est l'illusion de l'isolement comme élévation. Tu t'éloignes, tu coupes les ponts, tu t'enfermes dans un silence choisi. Et tu crois parfois que ce silence est sacré, que ton retrait est une forme de pureté, que ton refus du monde est une preuve d'éveil. Et dans un sens, tu n'as pas tort. Ton besoin de solitude est légitime, il est même vital. Mais le danger, c'est quand cette solitude devient une armure, quand elle n'est plus un refuge pour te régénérer, mais une prison que tu as toi-même bâtie. Carl Jung expliquait que tout mouvement d'individuation, c'est-à-dire de retour vers soi, passe par une phase de retrait. C'est un passage obligé,
un vide nécessaire pour se défaire des injonctions extérieures. Mais il mettait aussi en garde. Si ce retrait devient permanent, il cesse d'être un pont vers soi pour devenir une fuite hors du monde. Et cette fuite, à force d'être justifiée par de beaux discours, finit par se déguiser en élévation spirituelle. Tu dis que tu n'as besoin de personne, que tu es bien seul, que les autres ne t'apportent rien. Mais ce que tu dis est peut-être une protection, une forme d'orgueil blessé, une stratégie inconsciente pour ne plus souffrir. Tu confonds paix et isolement. Tu crois t'élever alors que tu t'exiles. Tu crois être en paix alors que tu t'es coupé. Et cette coupure, si elle dure trop longtemps, finit par stériliser ta lumière. Car ton intériorité, si elle n'est jamais confrontée, si elle ne rencontre jamais l'altérité, se replie sur elle-même. Elle devient boucle, elle devient enfermement, elle devient abstraction. Et peu à peu, tu perds le lien avec la vie réelle, incarnée, imparfaite, mais vivante. Le monde ne mérite peut-être pas ta sagesse, mais elle n'existe pas tant qu'elle reste enfermée en toi. Le vrai silence est celui qui se régénère pour ensuite offrir. Le vrai retrait est celui qui prépare un retour. Et le vrai éveil est toujours accompagné d'une redescente vers l'autre. Pas pour être compris, mais pour partager. Pas pour être applaudi, mais pour exister en vérité. Si ton isolement te rend plus vivant, alors il est juste. Mais s'il t'anesthésie, s'il t'éloigne de ton humanité, alors il n'est plus un sanctuaire, il est une fuite déguisée en sagesse. 7. Le refus d'incarner sa lumière, la trahison ultime du soi. Le 7e piège, c'est le refus d'incarner sa lumière dans le monde. Tu sais, tu sens, tu comprends. Tu as traversé des nuits intérieures que d'autres ne soupçonnent même pas. Tu as vu les fissures de l'âme humaine. Tu as déchiffré des vérités dans le silence. Tu portes une richesse intérieure immense, et pourtant, tu n'oses pas l'offrir. Tu la caches, tu la retiens, tu la gardes au chaud comme un feu sacré qu'il ne faudrait surtout pas exposer au vent du monde. Tu dis que les gens ne comprendraient pas, qu'ils ne sont pas prêts, que ce monde est trop brutal pour ce que tu portes. Et tu as peut-être raison. Mais Jung te dirait ceci. Une lumière qui ne s'incarne pas, qui ne se donne pas, finit toujours par se retourner contre celui qui la porte. Car la vérité, c'est que ce que tu ne dis pas te ronge. Ce que tu retiens t'alourdit. Ce que tu ne vis pas te tue à petit feu. Tu n'es pas là pour te protéger, tu es là pour te réaliser. Et cette réalisation n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une belle idée spirituelle. C'est un mouvement concret, une prise de risque, une mise en danger. C'est l'acte de faire descendre dans la matière ce que ton esprit contemple dans le silence. Et tant que tu ne poses pas ce geste, tant que tu restes dans la contemplation stérile, tu tournes en rond dans ta propre lumière. Tu la confonds avec l'accomplissement, alors qu'elle n'est encore qu'un potentiel. Carl Jung appelait cela la grande trahison du soi. Ce moment où, par peur d'être rejeté, ridiculisé ou incompris, tu refuses de t'incarner pleinement. Tu restes dans le royaume des idées, des ressentis, des possibilités. Tu restes un être intérieur, mais ton âme, elle, veut naître. Elle veut s'exprimer. Elle veut passer par ta voix, ton geste, ta création, ton engagement. Elle ne veut pas être contemplée, elle veut vivre. Et cela te demandera du courage. Pas celui d'être parfait, mais celui d'être vrai. Pas celui d'être compris, mais celui d'être entier. Le monde n'a pas besoin d'un être éclairé enfermé dans une grotte mentale. Il a besoin de ta lumière incarnée. Maladroite, peut-être. Fragile, sûrement, mais offerte. Il a besoin de sentir que même ceux qui voient profondément peuvent oser vivre, aimer, créer, parler, exister ici, au milieu du chaos. Ce que Jung nous laisse, ce n'est pas une voie de retrait, c'est un appel à redescendre dans le monde, chargé de sa vérité. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. 7 actes pour incarner ta lumière et te libérer. Tu sais maintenant, tu as vu les tensions invisibles. Tu as compris les pièges subtils. Tu as regardé ton propre reflet dans le miroir de Jung. Et ce que tu y as vu n'était pas une faiblesse, mais une responsabilité. Car cette lucidité que tu portes, cette perception que tu endures, cette lumière que tu retiens, elle n'existe pas pour être contemplée. Elle existe pour être incarnée. Il ne suffit plus de ressentir. Il faut agir. Il ne suffit plus de comprendre. Il faut transformer. Et cette transformation ne viendra pas du monde extérieur. Elle commencera en toi,
par des gestes concrets, des décisions intérieures, des actes quotidiens. C'est là que commence ton vrai travail. Non plus survivre dans ta conscience, mais l'habiter pleinement et la faire fleurir dans ta vie réelle. Reconsidérer ta solitude, un espace d'alchimie, pas une punition. Le premier acte que tu dois poser, c'est de reconsidérer ta solitude comme un espace d'alchimie, pas une punition. Tant que tu verras ton retrait comme un échec relationnel, il restera une souffrance. Tant que tu croiras que ta solitude est la preuve que tu es inadapté, tu lutteras contre toi-même. Mais si tu changes de regard, tout change. Car ta solitude n'est pas un vide, c'est un creuset, un laboratoire invisible où se forment les plus grandes révélations. C'est dans le silence que ton esprit se clarifie. C'est dans l'absence que ta présence devient dense. Ce que tu vis n'est pas une mise à l'écart, c'est un appel à te retrouver. Carl Jung disait que l'individu commence à exister le jour où il cesse d'avoir peur de son isolement, car c'est dans cette coupe intérieure que naît la substance de l'être. Mais pour cela, tu dois cesser de remplir ta solitude avec des distractions. Tu dois l'habiter comme un temple, ralentir, respirer, observer ton esprit au lieu de t'en échapper. Plus tu entreras dans cet espace avec respect, plus il deviendra un lieu de transmutation. Les blessures y remonteront, oui, mais aussi les révélations. Le vrai pouvoir de l'introverti intuitif n'est pas dans la foule, mais dans le silence apprivoisé. Si tu fais de ta solitude une terre sacrée, elle cessera de te faire souffrir. Elle deviendra ton lieu de renaissance. Ancrer ton esprit dans ton corps. L'harmonie retrouvée. Le deuxième acte que tu dois poser, c'est d'ancrer ton esprit dans ton corps. Ton intelligence est vaste, ton esprit est habité. Tu peux passer des heures à explorer des idées, des émotions, des symboles. Mais parfois, tu oublies l'essentiel. Tu es un être incarné. Tu n'es pas seulement une conscience en éveil, tu es aussi un corps qui porte cette conscience. Et si tu le négliges, il finira par se venger. Le mental s'élève, mais c'est le corps qui encaisse. Cette séparation crée un déséquilibre, une fatigue diffuse, une lourdeur sans nom, une sensation de déracinement intérieur. Carl Jung rappelait que l'esprit et le corps ne sont pas deux entités séparées. Ils sont les deux faces d'un même mystère. Ce que tu ressens intérieurement laisse une empreinte biologique. Ce que tu vis dans ton âme marque ta chair. Et à force de rester perché dans la réflexion, tu oublies de respirer profondément, de marcher lentement, de manger avec présence, de dormir sans écran ni tension mentale. Tu deviens un penseur sans racines. Cela te fragilise, t'épuise, t'éloigne de la pleine force de ton être. Ancrer ton esprit dans ton corps ne demande pas de devenir un ascète. Cela demande simplement de revenir ici, dans ce souffle, dans cette main, dans cette fatigue que tu refuses d'écouter. Cela demande de retrouver un rythme, un respect, une attention physique à ce que tu es. Reconnecte-toi à ton souffle, à ton alimentation, à ton sommeil, à ton besoin de repos. Apprends à écouter tes épaules, tes pieds, tes tensions, car ton corps parle un langage sacré que ton mental ne comprend pas toujours. Et c'est dans cette écoute quotidienne que tu réconcilieras l'esprit et la matière. Tu n'as pas besoin de changer de vie pour changer de vibration. Tu as besoin d'habiter ta propre enveloppe avec conscience. Et plus tu descendras dans ton corps, plus ton esprit s'éclaircira. Car ce n'est pas en fuyant la matière que tu deviendras lumière, c'est en l'honorant, en la ressentant, en la respectant. Tu n'es pas un esprit en prison, tu es une âme incarnée, et ton corps est le temple de ce que tu es venu offrir. 3. Écrire sans censure, libérer les mondes intérieurs. Le troisième acte que tu dois poser, c'est d'écrire ce que tu ressens sans chercher à être compris. Tu portes en toi un monde intérieur immense, des pensées qui tournent sans relâche, des intuitions fugitives, des blessures anciennes, des visions qui ne trouvent pas leur place à l'extérieur. Faute de pouvoir les exprimer, tu les gardes pour toi. Tu les enfermes dans le silence. Mais ce silence, à la longue, devient lourd. Il se transforme en tension mentale, en fatigue psychique, en isolement émotionnel. Ce que tu ne dis pas s'accumule. Ce que tu n'exprimes pas te poursuit. Carl Jung écrivait que l'inconscient cherche toujours à se manifester et que s'il n'y parvient pas par la parole consciente, il s'imposera par les symptômes. Écrire, ce n'est pas simplement poser des mots sur une page, c'est créer un pont entre ce que tu vis en dedans et ce que tu peux commencer à transformer dehors.
Ce n'est pas pour être publié. Ce n'est pas pour être lu. C'est pour te libérer, pour vider ce qui déborde, pour voir ce que tu ne comprenais pas encore. N'écris pas pour convaincre, n'écris pas pour être compris. Écris pour dire ce qui est là, brut, sans filtre, sans forme. Laisse couler la colère que tu retiens, la peur que tu caches, la beauté que tu n'oses pas nommer. Laisse-toi aller à écrire sans jugement, sans structure, sans censure. Même si c'est chaotique, même si c'est douloureux, même si tu ne comprends pas encore. L'écriture est une porte, une alchimie, une mémoire. Plus tu écriras, plus tu découvriras que ce que tu ressens devient plus clair, plus léger, plus vrai. Tu n'as pas besoin d'écrire quelque chose de beau. Tu as besoin d'écrire quelque chose de réel, parce que ta vérité, même maladroite, est plus puissante que tous les discours formatés du monde. Écris comme si tu écrivais à une partie oubliée de toi-même. Écris comme si tu étais ton propre témoin. Écris pour ne plus te taire. Car ce que tu ne libères pas par les mots, tu le porteras par les nerfs. 4. Faire entendre ta voix, même tremblante, briser le silence protecteur. Le 4e acte que tu dois poser, c'est de faire entendre ta voix, même tremblante. Tu as appris à te taire, tu as appris à observer, à écouter, à laisser les autres occuper l'espace. Tu as appris à protéger ta profondeur par le silence. Peut-être que ce silence t'a sauvé, peut-être qu'il t'a préservé. Mais il y a un moment où le silence devient cage, où il ne te protège plus, il t'étouffe. Et tu le sais. Car au fond de toi, une voix insiste, une voix que tu n'as jamais vraiment laissée sortir. Elle ne demande pas à crier, elle demande simplement à exister. Carl Jung disait que ce que l'on ne rend pas conscient nous revient sous forme de destin. Et cette voix que tu retiens, si tu ne l'exprimes pas, finira par se retourner contre toi sous forme d'irritation, de repli, de sensation d'inutilité. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être compris. Tu as juste besoin de parler, d'écrire, de créer, de partager ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu comprends du monde. Même si ta voix tremble, même si elle est hésitante, même si tu penses qu'elle ne vaut rien, ce n'est pas la qualité qui compte, c'est la sincérité, l'authenticité, l'acte intérieur de sortir de l'ombre. Tu peux parler à quelqu'un, tu peux faire un audio, tu peux écrire un texte, tu peux créer une vidéo, tu peux chuchoter dans le noir. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que tu refuses de rester invisible, que tu oses te montrer, même fragile, même bancal. L'introverti intuitif a souvent la voix la plus juste, mais il est aussi celui qui la retient le plus parce qu'il pense qu'il n'a rien à ajouter, parce qu'il croit que les autres savent déjà, parce qu'il a peur de déranger. Mais c'est précisément sa voix qu'il faut au monde. Pas une voix de plus, une voix vraie. Si tu parles, même faiblement, tu allumes une lumière. Et si tu te tais éternellement, tu laisses le monde dans une ombre un peu plus grande. 5. Choisir un témoin. Oser montrer son vrai visage. Le 5e acte que tu dois poser, c'est de choisir une personne à qui montrer ton vrai visage. Pas ton masque social, pas ton rôle bien maîtrisé, pas la version acceptable de toi que tu as appris à offrir. Non, ton vrai visage. Celui qui doute, celui qui tremble, celui qui porte des éclats de lumière, mais aussi des ombres que tu caches depuis trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'un public. Tu n'as pas besoin d'être vu par tous. Tu as besoin d'un témoin, d'un cœur, devant lequel tu puisses enfin tomber le costume. L'introverti intuitif vit souvent dans une forteresse intérieure. Il observe les autres, mais ne s'expose pas. Il comprend sans être compris. Il donne parfois beaucoup, mais ne se donne jamais vraiment. À force de s'être retenu, il devient invisible, même dans ses relations. Il sourit, il répond, il accompagne, mais il ne se montre pas. Il reste caché, même au plus proche. Cette absence d'exposition finit par créer un désert émotionnel. Tu peux être entouré, mais ne te sens pas relié, parce que personne ne connaît vraiment ce que tu es, parce que tu ne l'as jamais montré. Carl Jung affirmait que l'âme ne guérit pas dans l'isolement total, qu'elle a besoin à un moment d'un autre regard, d'un miroir humain, vivant, bienveillant. Ce n'est pas une dépendance, c'est une reconnaissance. C'est oser dire « voici ce que je suis » sans savoir si tu m'accepteras. C'est prendre le risque de la vérité dans la relation. Et ce risque, s'il est bien choisi, peut devenir guérison. Il ne s'agit pas de tout dévoiler. Il s'agit de cesser de jouer, de choisir une personne, une seule, à qui tu n'as plus besoin de mentir.
Tu peux commencer par une phrase simple, par une brèche minuscule. Mais si cette personne t'accueille dans ta vulnérabilité, tu sentiras une chose rare, le relâchement. Ce moment où ton système intérieur, tendu depuis trop longtemps, commence à respirer, à faire confiance, à guérir. Même si tu es souvent seul, même si tu fonctionnes dans l'ombre, tu as le droit d'être vu. Non pas en surface, mais dans ta vérité nue. Et cette reconnaissance, même silencieuse, peut suffire à raviver ta flamme intérieure. Accepter l'incompréhension. La liberté de vivre en dépit du regard des autres. Le sixième acte que tu dois poser, c'est d'accepter de ne pas être compris et de vivre quand même. Depuis l'enfance, tu ressens ce vide entre ce que tu es et ce que les autres voient. Tu as cherché des mots, tu as tenté d'expliquer, tu t'es rendu plus simple, plus lisible, plus acceptable. Malgré tous tes efforts, tu t'es souvent heurté à l'incompréhension, au regard vide, au silence gêné. Tu as fini par croire que c'était toi le problème, que ton intériorité était un fardeau. Alors tu t'es replié, tu t'es refermé, tu t'es adapté. Mais cette attente d'être compris est devenue un piège, parce qu'elle conditionne ta vie intérieure à un regard extérieur, parce qu'elle suspend ton authenticité à une approbation qui ne viendra peut-être jamais. Pendant ce temps, tu t'empêches de vivre. Tu retardes ton expression. Tu caches ta lumière. Tu restes figé, en attente d'un signe, d'une validation, d'une compréhension miraculeuse. Carl Jung l'a dit avec clarté. Plus une âme est profonde, plus elle sera difficile à comprendre. Et cela n'a rien d'anormal. C'est même une confirmation silencieuse de ta richesse. Le moment vient où tu dois poser un choix radical, vivre pleinement même si personne ne comprend ce que tu portes. T'exprimer même si c'est mal interprété, créer même si c'est ignoré. Toi-même, dans le vide du regard des autres. Car l'essentiel n'est pas d'être compris. L'essentiel est d'être aligné, de marcher droit dans ta vérité. Et cette vérité, parfois, ne sera reconnue que bien plus tard ou jamais. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas été conçu pour être facilement lisible. Tu as été façonné pour incarner une complexité qui ne s'explique pas en une phrase. Et tant que tu dépendras de la compréhension extérieure pour te sentir légitime, tu resteras prisonnier. La liberté commence quand tu acceptes de n'être vu que partiellement, mais que tu vis quand même pleinement, intensément, présent à toi-même, même dans l'ombre. 7. Incarner sa vision dans un acte concret, le courage de manifester. Le septième acte que tu dois poser, c'est d'incarner ta vision dans un acte concret. Tu as pensé, tu as ressenti, tu as compris. Tu as vu des choses que peu. Tu as exploré les profondeurs de ton être. Et tu sais maintenant ce que tu portes. Mais tout cela ne vaut rien tant que tu ne l'incarnes pas. Tant que cela reste une idée, une perception, une intention, une contemplation, ce n'est pas suffisant. Il est temps de matérialiser, de descendre dans le monde, de choisir un geste réel, une direction tangible, un acte qui marque ton engagement envers toi-même. Carl Jung rappelait que l'individuation n'est pas un processus abstrait. Elle exige une descente dans la matière, une alliance avec le réel, une confrontation avec l'inconfort. Ce que tu sais, ce que tu ressens, ce que tu as vu, tout cela a besoin de prendre forme par ton travail, par ta création, par ton art, par ta parole, par un projet, par une décision. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand, il s'agit de faire quelque chose de juste, quelque chose qui relie ton intériorité à ta réalité extérieure, quelque chose qui dit « je suis là, je me tiens debout dans ce que je crois ». Ce peut être écrire ce livre que tu portes en silence depuis des années. Lancer ce projet qui te semble trop audacieux. Changer de cap professionnel. Révéler ce que tu caches. Prendre la parole là où tu te taisais. Aider quelqu'un comme tu aurais voulu qu'on t'aide. Peu importe. L'acte n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il doit être incarné. Il doit être vrai. Il doit te faire sortir du mental pour t'amener dans la vie. Tu ne peux plus rester dans l'observation. Tu dois créer. Tu ne peux plus juste comprendre. Tu dois faire. Ce que tu portes est précieux. Et si tu ne le fais pas exister ici, maintenant, il se perdra. Non pas dans le bruit du monde, mais dans le silence de ton renoncement. Ce que tu ne matérialises pas se retourne contre toi. Ce que tu refuses d'incarner devient souffrance. Mais ce que tu offres, même maladroitement, devient lumière. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être vrai. Et c'est maintenant. Tu as peut-être passé ta vie à douter de toi, à croire que ta manière d'être était un problème. Trop silencieuse, trop profonde.
trop étrange. On t'a peut-être dit que tu étais trop sensible, trop lent, trop compliqué. Et à force de l'entendre, tu as commencé à le croire. Alors, tu t'es replié, tu as rangé ton feu, tu as plié ta lumière dans des formes plus acceptables, tu as appris à vivre à la marge. Mais malgré tout, quelque chose en toi ne s'est jamais éteint. Une flamme, une mémoire, une certitude confuse que tu n'étais pas fait pour disparaître. Aujourd'hui, tu sais, ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Ce que tu ressens n'est pas une anomalie, c'est une sensibilité rare. Ce que tu traverses dans le silence, dans l'intuition, dans l'épuisement parfois, est une initiation. Tu es un veilleur, tu es un témoin, tu es un être façonné pour percevoir ce que le monde ne veut pas voir. Mais cette perception, si elle n'est pas reconnue, si elle n'est pas incarnée, devient souffrance, elle devient isolement, elle devient charge. Jung ne t'a pas seulement décrit, il t'a averti. Il a vu les pièges, il a vu les tensions, il a vu les risques de cette profondeur mal accompagnée. Mais il a aussi vu la puissance qui s'y cache. Il a vu que ces êtres marginaux, silencieux, visionnaires détiennent la clé de la conscience à venir, mais à une seule condition, qu'ils osent enfin exister. Qu'ils cessent de se cacher derrière leur lucidité, qu'ils marchent dans leur lumière, même seuls, même incompris. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé montrer de toi? Qu'est-ce que tu retiens encore par peur du rejet, de l'échec, du ridicule? Qu'est-ce qui brûle en toi que tu refuses de faire vivre dehors? Parce que la vraie guérison ne viendra pas d'un autre, elle viendra de toi. Le jour où tu décideras que ta différence est une mission, pas un défaut. Le jour où tu ne chercheras plus à être accepté, mais à être entier. Si ce message a trouvé un écho en toi, laisse une trace dans les commentaires. Dis simplement « Je choisis d'exister pleinement ». Parce que ce choix-là change tout. Il n'annule pas la solitude. Il ne supprime pas la douleur, mais il redonne un sens. Il rend chaque pas plus ferme, chaque silence plus habité, chaque regard plus profond. Et si tu veux continuer ce voyage, si tu veux d'autres vérités que le monde oublie, alors abonne-toi maintenant. Car ici, on ne parle pas pour séduire, on parle pour réveiller. On ne caresse pas, on révèle. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à cesser de survivre en silence. Prêt à marcher dans ta vérité, même tremblant, même seul. Et ça, c'est déjà une révolution.